Bonjour, je m'appelle Christine et je suis aujourd'hui avec Amy Hollowell qui est un maître zen. Bonjour Amy. Bonjour Christine. Amy est maman de 2 enfants. Elle a travaillé en tant que journaliste jusqu'à il y a quelques années. Maintenant tu es poète et enseignant en zen méditation. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de comment tu introduis la méditation pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui n'a jamais pratiqué. Qu'est-ce que tu donnes comme instruction? Bon, je n'ai pas cette personne devant moi, je vais essayer d'imaginer que la personne est là, dans le sens que j'essaie de répondre à ce que quelqu'un... Chaque personne. Voilà, à chaque personne. Bien que, je dis ça, c'est une réponse individuelle à chacun. En même temps, la base de la méditation est pour tous. Donc, c'est pas très grave s'il y a quelqu'un ou non. Donc la méditation, on a beaucoup d'idées aujourd'hui, c'est devenu tendance, toutes sortes de méditations. Et la méditation, j'aimerais dire au début que la méditation que moi je vis, que je pratique, que j'enseigne, c'est particulière à une tradition zen. Ce ne sera pas comme d'autres techniques, d'autres pratiques. Oui, j'ai oublié de dire que tu venais du lignage de Masumi Roshi, qui est peut-être aussi d'un maître japonais qui est parti aux États-Unis et qui a transmis cet enseignement ancien en Occident. Voilà. Moi-même, je n'ai pas connu ce maître. Moi-même, mon maître était une femme, une Française, que j'ai connue en France. Bien que je suis d'origine américaine. Ouais. Alors, pour la méditation que moi je pratique et que j'enseigne, disons que c'est une clé pour nous aider à se connaître d'une certaine façon. C'est aussi une pratique qui vise à être vraiment présent à sa vie, présent à ce que chacun vit et présent aux autres. Parce que la plupart du temps, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment présent. On est en train de penser à d'autres choses. On est dépassé par les événements, comme on dit. On est surmené, surtout les femmes, c'est multitâches, les enfants, le boulot, le mari, la cuisine, le ménage, les courses, etc. Oui, ou aussi en général dans notre ère informatique, avec toutes sortes de distractions, d'informations tout le temps, ça n'aide pas à être présent et en connexion avec soi-même. Exactement. On a plutôt tendance d'être distrait que présent. Donc, la base de méditation, c'est juste être assise ici avec ce qui est. Mais ça, c'est tout un programme, parce que c'est difficile à faire. Pour toutes les raisons qu'on a citées, on ne vit pas comme ça. Alors, la base, c'est d'être assis sur une chaise ou par terre, dans une posture, on a tous vu les images d'une posture de lotus, super, les moines qui ont une posture superbe, impeccable, avec des robes et tout ça. On ne s'occupe pas du tout de ça parce que c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de s'asseoir, être stable. Et donc, si c'est sur une chaise, comme moi je fais maintenant, parce qu'après des années de pratique, j'ai mal aux genoux et aux hanches, donc je m'assois dans une chaise. Et donc, l'importance, c'est d'avoir 3 points. Les pieds, si on est sur une chaise, les pieds, les fesses sur la chaise, stable. Ou si on est par terre, les fesses sur un coussin et les 2 genoux par terre. Et une fois qu'on a fait ça,
le base de la méditation est mise. D'accord. C'est comme ça qu'il faut commencer. Après, il faut tâcher d'avoir le dos droit, pas trop raide, mais pas complètement avachi non plus, donc droite. Les épaules, pas comme ça, courbées, mais pas non plus tendues comme ça. Ouais. Et la tête haute. Si le dos est droit, tout le reste va suivre. Ouais. Donc c'est pas difficile. Et on a les mains dans une posture qu'on appelle posture de méditation, qui se présente comme ça, où la main droite accueille la main gauche et forme un cercle avec des pouces. Et on met ça sur les genoux si on est par terre ou sur les cuisses si on est dans une chaise. Et on regarde les yeux ouverts. Important d'avoir les yeux ouverts. On regarde par terre, on pose le regard par terre à peu près 1 mètre devant. Important d'avoir les yeux ouverts parce que sinon, si on ferme les yeux, c'est une posture habituelle, on va s'endormir. Ou on va on va être accaparé par ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et on ne va pas être présent à ce qui est autour. Et le but de tout ça, c'est d'être présent non seulement à soi-même, mais aussi à tout le reste. Voilà. Et donc, ok, on a la posture. Qu'est-ce qu'on fait? Avant que j'ai pratiqué la méditation, pour moi, c'était uniquement... J'associais uniquement de l'ennui à ça. C'était quelque chose qui m'intriguait, mais je me suis dit, mais quel ennui! Et bien évidemment, je ne connaissais pas du tout l'intérêt non plus de pourquoi on fait ça. Mm-hmm. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe quand on se pose dans cette posture-là Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on peut avoir cette idée. Quelle envie de rester sur une chaise sans bouger pendant 20 minutes, sans rien faire. Alors, l'image que j'utilise souvent, c'est comme un bocal d'eau, sable, où il y a du sable, de l'eau, de terre dedans. Mm. Et si on secoue le bocal, comme ça, le sable et l'eau se mélangent et l'eau n'est pas claire. Mais si on pose le bocal et on le laisse un certain temps, le sable ou le terre va finir par rester au fond et l'eau va être claire. Cette métaphore va jusqu'à un certain point, mais c'est important de se servir de ça jusqu'à ce point. C'est ce qui se passe quand on est assise, stable, quand on ne bouge pas. Tout le reste peut se stabiliser aussi. Et l'esprit va être plus clair, on va voir plus clair, parce qu'on laisse le reste à côté. Enfin, c'est pas qu'on le laisse à côté, c'est qu'on ne va pas s'engager avec les histoires qu'on se raconte dans la tête. On ne va pas être emporté par une pensée. On reconnaît qu'on a cette pensée de qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Mais je dis, c'est pas le moment. Je vais juste rester ici. Dès que quelque chose vienne à l'esprit, on va juste le reconnaître et laisser passer. Parce que ça va passer. C'est comme les nuages dans le ciel. Ça va passer. Ça n'a pas de... comment dire? Ce n'est pas solide. Ce n'est pas fixe, tout ça. Les pensées, les émotions, tout ce qui se passe dans notre tête. Tout ce qui nous paraît aussi toujours tellement... solide et ancré et on est identifié avec ça. Ce n'est pas. Et quand on dit c'est pour se connaître soi-même, on cherche à connaître qui on est véritablement. Et plus on fait ça, plus on se rend compte qu'on n'est pas ses pensées, on n'est pas ses émotions, on n'est pas les histoires qu'on se raconte. Et parce que ça disparaît, ça reste pas. Si on ne s'accroche pas, ça ne va pas rester. Et même les choses qu'on aime
qu'on aimerait garder ne vont pas rester, malheureusement. Dû notre souffrance fondamentale, hein, c'est que ce qu'on ne veut pas reste là, et ce qu'on veut ne reste pas. Enfin, c'est comme ça qu'on le vit. Donc, cette image du bocal est très importante. Et on peut se donner on peut se dire, ok, bon, je suis comme le bocal plein d'eau, plein de sable, et je vais laisser clarifier, je vais laisser les choses se déposer. Et si notre corps ne bouge pas, ça aide à notre esprit de ne pas bouger. Bien que ça aussi, c'est un malentendu, on pense qu'il ne faut pas bouger pendant la méditation. Le malentendu, c'est qu'on pense que c'est bouger physiquement. Dans le sujet, en fait, de ne pas bouger, c'est l'esprit. Donc, il s'agit de ne pas bouger de cet instant. On tâche notre activité, entre guillemets, dans la méditation, c'est de rester ici. De ne pas bouger de cet instant. Oui, être présent à ce qui se passe. Exactement. Sur le moment. Parce qu'on a tous eu cette expérience où on est avec quelqu'un, ou on est dans le métro par exemple, et on est en train de penser une histoire, toute une dispute que j'ai eue avec un collègue, ou planifier mes vacances pour le mois d'août, ou je ne sais pas, et on rate notre station de métro. On n'a pas vu. Ou on est en train de parler avec quelqu'un, et on n'écoute pas que la personne pense, parce qu'on est en train de penser à l'autre chose, et donc on a perdu le fil, on n'a pas du tout l'idée de ce que la personne a dit. Même si c'est juste quelques secondes. Et donc c'est ça quand ça se passe tout au long de la journée, mais on ne se rend pas compte la plupart du temps. Donc avec la méditation, on voit ça. On voit quand ça se passe. Oui, parce qu'on n'a pas non plus notre smartphone à côté où on regarde sans arrêt. Enfin, il y a des gens qui ne posent même pas pour manger. C'est ça. Et être avec les personnes avec qui ils mangent, mais ça reste toujours là. Et dès qu'il y a... C'est ça. Voilà, il y a ce problème-là qui, je trouve, contribue à cette suractivité tout le temps de l'esprit. Ça, c'est très particulièrement des symptômes de notre époque, bien que ces mêmes problématiques existaient il y a 2500 ans, au temps de Bouddha, et au-delà. C'est juste qu'ils se manifestaient autrement. Oui. Nous, on a créé tout un tas de technologies pour nous aider à se distraire. Ouais. Mais c'est les mêmes distractions. Le principe de se distraire, c'était le même. Depuis toujours. Et quand on se pose donc comme ça, qu'est-ce que ça... Avec le temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou qu'est-ce qui a changé pour toi si tu penses avant que tu as connu cette pratique et maintenant? Oui, peut-être avant de faire l'avance rapide sur moi, je peux faire le reverse. Et au début, quand j'ai commencé, et on m'avait donné une technique, et c'est la même technique que je donne aux gens aujourd'hui, c'était de compter mes respirations. Parce que la respiration est quelque chose sur lequel on peut compter littéralement, c'est-à-dire que ce sera toujours là. Peut-être tu peux juste donner la formule. Oui, c'est ça. Je vais faire ça. Donc, puisque, comme on disait, notre esprit part dans tous les sens, notre corps est bien posé, mais notre esprit non, il faut donner des ruses, il faut donner des objets sur lesquels l'esprit peut se poser, si on ne veut pas qu'il parte ailleurs. Un peu comme les pieds. C'est ça. Ou comme on dit que quand on a un chien, si on veut qu'il reste, on lui offre un petit poulet. Il y a une incitation à rester. Et donc on fait ça avec l'esprit. Et cette incitation, disons, qu'on va utiliser, c'est notre
respiration parce que notre respiration est toujours là. Mhm. En même temps, ce n'est pas fixe, ça bouge tout le temps. Et donc, c'est pas comme si on dit, ok, je vais me concentrer sur le verre qui est sur la table. Mais ce verre ne va pas bouger. Et donc, c'est très facile pour l'esprit de se fixer là-dessus et puis penser à autre chose. Mhm. Mais comme la respiration bouge tout le temps, l'esprit ne peut pas s'accrocher à ça. Il n'est pas visible. Bon, évidemment, si c'est l'hiver et on est dehors, on voit. Mais il n'est pas visible, on ne sait même pas exactement où c'est dans le corps. On ne peut même pas le situer. Il n'est pas posé quelque part. La respiration. Donc, on utilise ça et on dit, ok, on va le compter pour se donner encore une contrainte. Donc, un cadre dans lequel on va respirer. On ne s'occupe pas du tout si c'est une respiration profonde, une respiration légère, si on respire par le diaphragme ou le ventre. Là, c'est pas ça l'intérêt de cet exercice. C'est pas une technique de respiration qui est... Non. Et donc, par contre, on va le compter. Donc, une inspiration, une expiration, 1. Inspiration, expiration, 2. Inspiration, expiration, 3. Et on fait ça jusqu'à 10. Quand on arrive à 10, on revient à 0. Si on arrive à 10, parce que souvent, et là, je reviens à mon histoire, la première fois qu'on m'a montré à faire ça, je me suis retrouvée à 120. J'avais tellement envie de faire ça, et tellement de bon élève, que je me suis laissée emporter, et bon, j'ai perdu le fil, je n'étais pas présent, je comptais jusqu'à 120. Et à un moment, je me suis dit, mais j'étais censée revenir à 0. Et évidemment, je trouvais que j'étais nulle, que je n'avais pas bien fait. Mais la personne qui m'avait appris ça m'avait dit, il ne faut pas s'occuper de ça. Il ne faut pas se juger. Il ne s'agit pas de ça. Il n'y a pas de bien ou mal. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon. C'est juste que quand on se rend compte qu'on n'est plus dans le 1 à 10, retourner à 0, on recommence. Et, j'ai perdu le fil, je recommence à 0. On ne cherche même pas à savoir si on était à 2, 4 ou 120. On revient à 0. Et ça, on le fait constamment. On repart, on revient, on repart, on revient. Ceci est le mouvement de la vie, en fait. C'est le même mouvement que nos respirations. C'est le mouvement de notre attention. C'est le mouvement de toute chose, c'est va et vient. C'est va et vient. Et en fait, on ne va nulle part. On pense qu'on va quelque part, mais on va nulle part. On est toujours ici, mais on ne se voit pas, on ne voit pas. Et cette pratique est très, très puissante si on le fait véritablement. Parce qu'il y a quand même une grande envie d'avancer, de se projeter plus tard. Oui. Et on rate ce qui est là. Voilà. Et j'ai des commentaires des gens qui me disent non, mais c'est ennuyeux, j'aime pas ça, j'arrive pas à le faire, ça m'intéresse pas, oui j'ai maîtrisé ça donc je fais d'autres choses. C'est des excuses en fait. Oui, parce que les moments d'ennui ils vont forcément venir aussi. Non, oui, bien sûr. Oui. Il y aura toujours. Et la puissance de la force de cette pratique ou une autre pratique, c'est de ne pas se laisser dissuader par la moindre petite résistance qui se présente. C'est de persister. Je parle de mon expérience parce que c'est ça qui s'est passé pour moi. Ça ne m'intéressait pas du tout, cette technique de respiration, et donc je ne le faisais pas. Jusqu'au moment où j'ai fait une première retraite de 3 jours, où il n'y avait rien. Il y avait juste 3 périodes de 40 minutes de méditation, peut-être une petite pause, et puis 3 périodes de nouveau, pause, 3 périodes de nouveau, et c'était toute la journée, il n'y avait rien d'autre.
Il y avait des repas, mais c'est tout, et c'était silencieux. Et j'étais coincée là parce que je suis venue en voiture avec des gens que je ne connaissais pas. Je connaissais personne dans cette retraite. Et j'étais coincée pour 3 jours. Et après la première journée, en plus, j'étais pas confortable. J'ai débuté dans la méditation. Je croyais que j'allais mourir. Mes jambes étaient tellement douloureuses. Et je ne pouvais pas. C'était un ennui phénoménal. J'ai dit, jamais je ne sais pas quoi faire. Puis je me suis souvenue qu'on m'avait donné cette technique de respiration. Et j'ai dit, ok, bon, c'est... je ne sais pas quoi faire d'autre, donc je vais faire ça. Et ça a changé ma vie. Je l'ai fait vraiment. Je n'avais rien d'autre à faire. C'était soit ça, soit être ennuyeux et souffrir de mes jambes tout le temps. Et ça a changé ma vie parce que j'ai fini par être... à la fin, le maître nous a demandé à chacun de dire quelque chose de ce qui s'est passé pendant notre... Les gens disaient tout un tas de choses. Et quand c'était arrivé à moi, je lui ai dit, je ne sais pas. La seule chose que je puisse dire, c'est je respire. Et il m'a dit, est-ce que c'est toi ou l'univers qui respire? Et je n'avais pas réfléchi à ça, mais quand il m'a posé cette question, ce qui m'est venu, c'est la même chose. Tellement puissante cette pratique. Tellement puissante. Et je pense que si je n'avais pas été coincée dans cet endroit, je n'aurais pas fait. Mais je ne peux pas savoir. Ouais. Donc j'encourage les gens de vraiment persister. C'est les bénéfices de ça, ou le résultat, ou on dit en anglais reward, est tellement sans prix. Mais vraiment sans prix. Et c'est plus simple de persister quand on n'est pas tout seul. Exactement. D'où tout seul, on se gêne moins d'aller faire à manger si on n'a plus envie. Ou le chat arrive, ou tiens, je préfère prendre un peu, ou le téléphone sonne, ou je sais ça. D'où l'intérêt de s'asseoir avec un groupe. Il y a des gens. C'est important de s'asseoir tout seul, et j'encourage tout le monde à essayer ça toute seule chez soi. Hein. Ouais. Et c'est ce que moi j'avais fait au début. Quand j'étais dans ce groupe, c'est la première fois que j'étais avec d'autres gens. Bien que j'avais pratiqué chez moi tout seul. Et parce que le groupe, c'est un soutien inestimable, en fait. Pour tout le monde. Je dis toujours aux gens, si c'est pour une soirée, par exemple, 2 heures, un jeudi soir, je dis toujours, personne dans cette pièce aurait fait ça toute seule chez lui, ce soir-là. Le jeudi soir, il y a plein d'autres choses à faire, à manger avec la famille, à regarder la télé, aller au cinéma, faire du sport, je ne sais pas. Donc, le fait que quelqu'un d'autre vienne le faire, et nous on vient le faire avec lui, et puis quelqu'un d'autre vient le faire avec nous, on s'entraide. On apprécie le soutien mutuel, et on se rend compte qu'on est tous soudés par ce qu'on partage. C'est un partage très important. Même si on ne se dit rien, on est en silence, mais on est tous en train de partager cet instant précis ensemble dans tel ou tel endroit. Et même si on ne se rend pas compte, ça crée des liens avec les personnes qui partagent ce moment-là. Oui. Et souvent, on ne connaît pas leur nom de famille, on ne connaît pas ce qu'ils font dans la vie, on ne sait pas où ils habitent, mais on partage ce précieux instant où on déconnecte de tout le reste, juste pour être là, ensemble. Ça aussi, pour moi, c'était une découverte quand j'étais dans une retraite pour la première fois. Et à un certain moment, quelqu'un faisait un signal qu'on allait méditer. Tout le monde
arrêter ce qu'ils faisaient et aller s'asseoir ensemble. Moi, j'étais émerveillée parce que c'est ce que je voulais faire, moi. Mais je faisais toute seule. Et là, waouh, tout le monde allait faire ça ensemble. C'est très beau, c'est magnifique, en fait. Et c'est rare qu'on partage des activités comme ça. Oui. Donc, les techniques, le cadre, les rituels, les autres. Ça, c'est les éléments de base. Et on peut se créer pour soi-même un cadre chez soi. Ensuite, on dit, ok, je vais mardi à 4 heures, ou je sais pas, avant que mes enfants rentrent de l'école, ou le matin quand je me lève, à telle ou telle heure, je décide, je fais une sorte de contrat avec moi-même. Je vais faire 10 minutes de méditation. Et j'ai toujours le même endroit où je le fais. J'ai un rituel, ça peut être toujours le même coussin, ça peut être allumer une bougie, ça peut être les mêmes chaussettes, enfin quelque chose qui ritualisait la chose. Et on fait nos 10 minutes. Pas plus, pas moins. Parce que si on fait plus, on va faire moins. Parfois. Si après 10 minutes, il faut tenir les 10 minutes, même si c'est difficile, arriver au bout. Si par contre, si on veut continuer après les 10 minutes, on se dit, ok, je veux faire 5 minutes de plus. Donc j'arrête les 10 minutes, je recommence 5 minutes, et pas une minute de plus, pas une minute de moins. Vraiment respecter le cadre. Quand on est en groupe, c'est facile ça, parce qu'il y a quelqu'un qui garde le temps, qui fait respecter le temps, qui sonne une cloche pour commencer, cloche à la fin, et on reste là. On a moins de tendance de se lever et partir après 5 minutes. Mais on peut faire ça pour soi-même aussi. Avoir cette même détermination, se décider de le faire. Et il vaut mieux se donner des quantités abordables régulièrement que de faire une énorme séance de méditation une fois par mois. Oui, c'est comme tout, comme le sport aussi, ou la musique, tout. On progresse plus si c'est de régularité. De la régularité. C'est ça. C'est un entraînement, une pratique comme tout le reste. Et on gagne en confiance qu'on peut le faire. On peut juste rester là 10 minutes sans intervenir, sans s'accrocher, sans se laisser emporter par nos jugements, sans se laisser distrait par on entend les enfants dans la pièce à côté. Non, juste là. On doit rester 10 minutes, quoi qu'il arrive. Bien sûr, on avait prévenu les autres que pendant 10 minutes, on est occupé. Et donc, a priori, les enfants ne sont pas censés venir. Ils viennent, mais bon, ça fait partie de la pratique au cœur de la vie, parce que c'est ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller vivre dans une grotte, dans un monastère. Il s'agit de pratiquer avec. Et des fois, ils veulent s'asseoir avec. C'est ça. On fait petit 5 minutes ou 10 minutes pour eux. Et... Tout à fait. Et quand j'enseigne cette technique de respiration aux enfants, je leur donne un petit supplément. C'est que chaque enfant a à côté de lui un petit tas de cailloux. Et une fois qu'il a terminé un cycle de 10 respirations, il bouge, il déplace un caillou d'un côté, il le place à l'autre côté. Et quand il a terminé un deuxième cycle, il le replace. Et ça leur donne une petite chose sur laquelle ils puissent s'appuyer. Et parfois, quand j'enseigne ça aux enfants et leurs parents sont présents, les parents trouvent ça génial et ils veulent le faire aussi. Et donc, si on a envie, pourquoi pas? Ça nous aide à déplacer une pierre pour ça. Comme ça, on se case, 10 respirations et on se place. Pour les enfants, ils font d'autres choses avec ça aussi. Mais c'est les enfants. Et donc, pour revenir à ma question de ce que cette pratique a changé pour toi dans ton... Oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que je pouvais dire qui est cohérent et pratique? Ça a tout changé et ça n'a rien changé en fait. Quand j'ai commencé cette pratique, j'étais mère célibataire avec un enfant qui avait 3 ans. Et aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui sont grands, qui sont des adultes. Quand j'ai commencé, j'ai travaillé comme journaliste. Jusqu'à il y a 3 ans, je travaillais comme journaliste aussi. Je n'ai pas changé les aspects principaux de ma vie, je dirais. J'ai toujours eu ma vie de famille, je me suis mariée pour une 2e fois, j'ai continué ma carrière. Ce qui a changé, c'est que toute ma priorité a changé, dans le sens que j'étais tournée vers l'unité de la vie plutôt que la séparation. Dans le sens que j'allais dans le sens de ce qu'on partageait tous, plutôt que de focaliser sur ce qui nous différenciait. Après la pratique? Oui. Ouais. Oui. Quand j'ai commencé, une fois que je me suis engagée dans la pratique. Bon, ça semble très intellectuel. Bon, c'est plus clair si je dis, je voyais pas de différence entre ma pratique de méditation, s'occuper de mes enfants, aller au travail. Le travail que je faisais comme journaliste n'était pas plus important ou moins important que quelqu'un qui travaille comme conducteur de bus, par exemple. Je ne me plaçais pas séparée. Puisque je pouvais être présent avec moi-même, je pouvais être et voir qui j'étais véritablement. Et bon, je ne parle pas du tout de mon CV ou ma carte d'identité. Je parle de qui je suis, ma vraie nature. Qui es-tu? Qui suis-je? L'être humain. Voilà, c'est ça. Puisque je pouvais voir ça, à travers la méditation et ma pratique, je suis devenue familier avec ça, j'ai eu l'expérience de qui j'étais véritablement. De même, je voyais qui les autres étaient véritablement. Et donc, je voyais qu'on était un. Comme j'ai dit, est-ce que l'univers qui respire ou est-ce que c'est moi? C'est la même chose. Et j'étais libérée. Je n'avais plus rien à prouver. Je n'avais pas à m'imposer comme la meilleure journaliste sur la Terre. Mon travail de journaliste était au mieux de mes capacités, c'était de partager les informations avec les lecteurs, de trouver les informations qui pouvaient être pertinentes et utiles pour le lecteur, de les présenter d'une façon qui correspondait à leurs besoins et leurs capacités, et d'une façon aussi claire et honnête que possible. J'étais comme un tuyau par lequel les informations passaient. Il ne s'agissait pas de moi dans cette histoire. Il s'agissait de transmettre des informations. Et ça, c'était une telle libération parce que la plupart des journalistes, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Et avant, tu avais probablement un petit peu différent. Oui, plus de tendance. Surtout, je me trouvais que je n'étais pas la meilleure journaliste, mais il y avait cette angoisse que je n'étais pas assez bon. Ou je ne savais pas comment être mieux. Ou est-ce que j'allais avoir une promotion? Ou est-ce qu'on allait me donner ce travail à faire? Tandis qu'après, c'est pas vraiment avant et après, mais une fois que j'étais vraiment engagée dans cette pratique de méditation,
toute ma vie professionnelle a changé aussi parce que je n'avais plus cette angoisse. Et ces questions ne se posaient plus? Non. De... Pas du tout. Et mes relations avec mes collègues changeaient aussi, de même. Parce que je n'étais plus un rival, je n'étais plus en concurrence. Et j'ai gagné beaucoup de respect de mes collègues aussi, parce que j'étais quelqu'un qui était honnête, qui ne rentrait pas dans les petites disputes des concurrences, etc. Et qui pouvait, grâce à ma pratique, je pouvais voir la totalité d'une situation. Je pouvais être présent aux différentes voix qui s'exprimaient et aux besoins qu'il y avait dans telle ou telle activité qu'on faisait en tant que collègue. Et donc j'étais quelqu'un sur lequel il pouvait tourner pour s'il y avait une situation qui n'était pas claire ou des disputes entre collègues, etc. Mais en même temps, la seule chose qui a changé, en fait, c'est que je suis libre. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque instant, je me sens libre. Mais je me sens libre même quand je ne me sens pas libre. C'est-à-dire que c'est... je sais... ou j'ai l'expérience, disons, c'est pas que je sais. J'ai l'expérience de l'unité de la vie. Et donc... Et c'est ce qui est palpable pour tout le monde dans cette pratique, tu dirais ou... Tout le monde a ce potentiel. Ce potentiel. De voir sa vraie nature et s'éveiller à cette unité et manifester à la suite cette compassion, l'amour qui vient de ça. Tout le monde, absolument, dans mon expérience, et c'est ma profonde conviction, enfin, je le sais, tout le monde a ce potentiel. Je ne peux pas dire que tout le monde avec qui je travaille et avec qui je pratique expérimente ça tout le temps. Je pense que tout le monde qui vient régulièrement faire la méditation, ils ont un aperçu de ça. Et je pense que même les gens qui ne viennent pas faire la méditation, en tant qu'enfants, ont eu un aperçu de ça. Les enfants, ils vivent beaucoup plus dans ce monde-là que nous. Très vite, on va leur distraire. Et rentrer dans le jugement aussi. C'est ça. De tout... que tout soit jugé, là, ça... On est bien entraîné. Casse l'expérience directe de ce qui est. Exactement. Et moi-même, quand j'ai commencé à faire la méditation et rentrer dans cette pratique, je me suis souvenue des expériences que j'ai eues enfant. Et je sais que je n'ai pas de souvenir que j'ai raconté ça à quelqu'un. Mais probablement, si je l'avais raconté, un adulte disait « Oh oui, non, mais c'est pas comme ça. Tu n'es pas l'univers. » Je ne dis pas que j'ai dit ça, hein, mais si c'était un enfant qui dit « Oui, il n'y a pas de différence entre moi et l'univers qui respire », bien que je pense que les enfants, ils ont cette impression, parfois, on va leur dire « Mais non, c'est pas comme ça. » C'est nécessaire aussi de se différencier. En tant qu'enfant, on est obligé. Pour fonctionner dans ce monde, il faut se différencier. Oui, c'est déjà dans le développement, au début, l'enfant il ne se distingue pas de sa mère. De sa mère, exactement. Et c'est nécessaire qu'il fasse cette séparation. Oui. Et on veut qu'il fasse ça. Et c'est pas ça dont on parle. C'est plutôt que ce qui se passe quand on devient adulte, c'est que on se concentre uniquement sur l'aspect séparation. Et on va au dépend de l'aspect unité ou de la vie. Et on voit où ça nous amène.
Ouais. Toute notre crise écologique, économique, guerre, tous ces problématiques ont la même racine qui est cette regarder uniquement la séparation plutôt que de voir l'unité du monde. Alors, juste cette petite pratique, entre guillemets, petite, de s'asseoir quelques minutes a des conséquences innombrables. Enfin, on peut absolument pas voir ce que sont les conséquences de notre méditation. Et on ne fait pas pour avoir ces conséquences. On ne le fait pas pour sauver le monde. On ne fait pas, on le fait juste pour être ici maintenant, pleinement. C'est déjà beaucoup. Absolument. C'est le plus important en fait. C'est le plus important. Et si tout le monde faisait ça, ce ne sera jamais ça. Hein. Mais on a l'espoir. Oui, ça changerait sûrement très très vite les choses. Hein. Il y a quand même pas mal d'expériences qui sont menées dans les écoles où on fait faire de la méditation aux enfants. Tout de suite, ça change le vivre ensemble, voilà. Que ça s'apaise et... Oui. C'est très concret. Il y a une qui me vient à l'esprit là, où on avait les enfants, ils avaient des petites pierres ou des petites perles, quelque chose. Et avant de pratiquer la méditation, ils s'en donnaient surtout à leurs copains. Et après, ils ont eu une certaine pratique de méditation. Et les chercheurs ont trouvé qu'après, chaque enfant donnait à tout le monde. C'était beaucoup plus un échange entre tous les enfants et pas plutôt uniquement... que juste avec ses proches. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Et on voit ça, aujourd'hui, avec les maladies qui se transmettent, c'est une formidable leçon d'interconnexion, c'est ça. Oui. On donne les microbes à tout le monde. Et on prend les microbes de tout le monde. Hein. C'est pas juste les gens qu'on aime ou les gens qu'on n'aime pas. C'est vraiment, c'est formidable. Hein. Et si on vraiment réalisait, tout le monde réalisait ça, le monde sera autre. Je ne sais pas ce que ce sera, et le fait est que ce n'est pas. Donc, on s'assoit avec ce monde-là, tel que c'est. Mais déjà, pour chacun qui s'assoit, ça peut changer plein de choses. Tout à fait. Oui. Mais attention, dès qu'on commence à faire ça pour changer, dans un but, oui, quand c'est dans un but utilitaire, il y a des méditations comme ça qui visent ça. C'est d'autres techniques. Notre technique, c'est pas ça. C'est plus tout ce qui est mindfulness. Oui, c'est ça. Et pleine conscience, c'est ça. Et c'est très utile et c'est formidable. Et souvent, il y a des gens qui commencent avec ça et ils veulent élargir leur méditation vers autre chose. Et donc, ils viennent faire une méditation plus comme nous, on sait, en fait, qui n'est pas utilitaire, qui n'est pas matérialiste, qui n'a pas de but autre, juste le faire et être là. Ce qui est déjà, comme on a dit, c'est déjà un vaste programme. Ouais, on se confronte aussi à tout ce qu'on veut peut-être pas voir. Oui. Quand on pose et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans l'esprit. Ça fait partie de se familiariser avec soi-même. Et effectivement, ce n'est pas juste les jolies pensées qui vont venir. Quand on ouvre, on est un peu comme une cocotte minute qui va exploser si on le laisse fermer.
Mais quand on l'ouvre, bon, il y a plein de choses qui sortent, évidemment. Et on gagne en confiance en apprenant qu'on peut accueillir tout ça. Car c'est une pratique d'accueil, d'inclusion. Ce n'est pas une pratique d'exclusion. Il n'y a rien à écarter. Il n'y a rien On n'a pas besoin de rejeter ce qu'on trouve pas aussi noble que... Non, pas du tout. Et ça, c'est difficile quand on commence ça. Parce qu'on pense que il y a des choses qu'il faut penser ou pas, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des aspects de soi-même qu'on n'aime pas. Et c'est la mauvaise nouvelle, c'est tout est à accueillir. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut être accueilli. Il y a de la place pour tout. Et on n'est pas, comme j'ai dit, on comprend à ne pas s'identifier avec ces choses-là, ces aspects de nous. Bon, ça se manifeste, mais on n'est pas ça. On n'est pas réduit à ça. Et plus on libère l'espace, plus les choses peuvent aller et venir, et on va plus faire cette sélection et juger ce qui est bien et mal. Parce que c'est là qui va... Où les problèmes arrivent. Voilà. On va souffrir terriblement avec ça. Soi-même, mais au niveau dans le monde. Il y a des gens qu'on va rejeter, les SDF, les réfugiés, des drogués, des pauvres, des gens qui n'ont pas la même couleur que nous, les mêmes croyances, les gens qui n'aiment pas la même musique, les gens qui ne s'habillent pas comme nous, les gens on n'aime pas comme ils s'habillent. C'est sans fin. Ouais. Et donc oui, on fait ça en soi-même aussi. Ouais. On fait D'ailleurs, on est le premier persécuté de soi-même, en fait. On ne juge plus sévèrement soi-même que les autres, généralement. Ouais. Et donc oui, tout ça, c'est un apprentissage fantastique. C'est une aventure. La méditation, c'est une aventure. Sur un chemin de libération, comme on dit. Et faire ça avec des autres, c'est précieux. C'est faire ça. Disons, cheminer sur ce chemin de libération. Et c'est radical dans notre vie contemporaine parce que ça va tellement à l'encontre de ce qu'on cherche d'habitude, à consommer, à accumuler, à augmenter, à s'améliorer, etc. C'est radical, mais les bénéfices, les bienfaits sont radicaux aussi. Et précieux. Bon, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci. Si tu es d'accord. Merci, oui. Donc, si vous avez envie de savoir plus sur Amy, sur cette pratique, comment vous pouvez peut-être venir vous asseoir avec le groupe, toutes les informations sont sur le site. Il y a des retraites silencieuses en France et aussi au Portugal. Il y a des journées de pratique, il y a des soirées de pratique le matin aussi, en 2 jours. Donc voilà. C'est ouvert à tout le monde? Absolument. Oui, ouvert à tout le monde et tout le monde est bienvenu. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci à toi.